À toi, Anne-Marie. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour l'invitation également à Estelle. Donc, je suis Anne-Marie Savard, je suis professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 2016, mais j'ai aussi enseigné à l'Université de Sherbrooke entre 2009 et 2016. Donc, nous étions collègues sans le savoir à ce moment-là. Je suis également nouvellement, enfin ça commence à faire 1 an, titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Donc j'ai une vision peut-être un peu plus globale là, de la protection juridique des aînés, mais évidemment dans laquelle s'inscrit toute la question de la maltraitance. Alors, je vous propose un plan. Est-ce que vous m'entendez? OK. Ah, pardon. J'espère que ça... Oui, donc il faut que je me penche. T'as un petit micro en dessous? Oui, c'est ça. Merci. Alors, très bien, merci. La présentation donc, va se diviser en 2 parties. Guillaume et Estelle m'ont demandé donc de présenter de manière générale le régime de traitement des plaintes et des signalements en matière de maltraitance au Québec, qui est inscrit dans la loi depuis 2017. Mais avant ça, je suggère qu'on fasse peut-être un petit pas de recul pour que je vous présente un petit peu le régime général de traitement des plaintes en matière de santé, qu'on a implanté donc dans la loi sur les services de santé et de services sociaux en 1991. Donc, ça date déjà, mais je sais que c'était vu sous un bon œil, en tout cas... par certains collègues français ici. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Donc, ça va être un petit peu technique. Je vous avertis tout de suite, c'est pas un cours de philosophie du droit ce matin, mais je pense qu'on doit en passer par là. On en parlait tout à l'heure. Il y a des lois qui sont adoptées dans lesquelles on ne prévoit pas des processus concrets. Eh bien, ça ne donne rien. Donc, je pense que là-dessus, on a quand même une bonne longueur d'avance. Donc, je vais peut-être passer rapidement parce que j'ai bien compris qu'il était midi moins 10 et que j'avais... peut-être, il y a une autre présentation après, donc évidemment, il y a un repas après. Donc, comment est né ce régime général dont je vous parlais en 1991? Donc, à cette époque-là, on en était déjà 20 ans après la mise sur pied d'un véritable système de santé et de services sociaux publics et universels au Québec. Le Québec était prêt pour une première réforme importante dans ce secteur-là, parce que le système de santé était malgré tout très centralisé, très bureaucratisé, et on ne donnait pas, en tout cas c'était les reproches de la commission Rochon, une place importante à la participation citoyenne, au respect des droits des usagers et à leurs besoins. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a adopté la 2e mouture de la loi sur les services de santé et de services sociaux, qui prévoit tout un énoncé de droits très spécifiques aux usagers, donc une espèce de charte des droits incluse pour les usagers de la santé et qui prévoit donc ce mécanisme administratif de traitement des plaintes par lequel tout usager peut exprimer ses doléances à un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et par là, évidemment, incidemment, contribuer à l'amélioration du système. Donc, d'une part, on peut effectivement accueillir les insatisfactions de l'usager, mais d'autre part, le rôle du commissaire local, c'est aussi plus systématiquement de procéder à des améliorations en lien justement avec ce qu'il entend des usagers qui sont déçus ou frustrés de mauvais services. Donc, c'est pour ça qu'on doit voir ce processus-là comme étant un processus d'amélioration claire de la qualité des soins et services de santé. Donc, je passe rapidement sur les principaux motifs de plainte. Ils sont nombreux. Évidemment, il y a des plaintes en matière d'accessibilité. On reproche des délais, des reports, des refus de services, etc. Les soins et les services dispensés. Donc, étant entendu que lorsque le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services s'aperçoit qu'il y a eu des manquements professionnels, il peut évidemment remonter ça au conseil d'administration qui pourront prendre des sanctions disciplinaires et on peut multiplier évidemment les recours, par exemple, aux tribunaux de droit commun. Il y a aussi toute cette question, j'ai mis 3 astérisques parce que c'est très important, ça peut paraître banal, mais il y a beaucoup de plaintes qui sont recueillies par les commissaires locaux qui concernent les relations interpersonnelles. Donc, des usagers qui se disent déçus du manque de courtoisie, d'impolitesse de la part de professionnels, d'employés. Donc ça donne lieu vraiment à une médiation intéressante entre le commissaire local et les usagers. Et parfois, ne serait-ce que d'avoir des excuses de la part des professionnels, ça fait toute une différence et ça vient finalement calmer le jeu. Donc ça, c'est intéressant, je pense, à mentionner. Bon, sinon, organisation du milieu, l'alimentation, évidemment, ça revient constamment, la mixité des clientèles, l'organisation spatiale. L'aspect financier aussi, c'est important parce que les gens pensent que
comme on a un système évidemment public et universel, comme je l'ai dit, qu'on entre dans un établissement de santé, que tout est gratuit. Or, évidemment, s'ils demandent, par exemple, une chambre privée, ils vont devoir défrayer de leur poche certains coûts, donc ils ne le savaient pas. Il y a des doléances qui sont portées à l'attention donc du commissaire local aux plaintes. Et donc, depuis 2017, on y vient. Le commissaire local doit recueillir des plaintes et aussi des signalements qui sont parfois obligatoires d'ailleurs. On le verra dans quelques instants. Donc, quelles sont les fonctions principales du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services? Donc, d'abord, assurer la promotion et l'indépendance de son rôle. Ça, c'est très important parce que, évidemment, le commissaire local ne doit pas être un employé de l'établissement. Il doit être, évidemment, libre de tout lien d'intérêt pour pouvoir accueillir, évidemment, en toute impartialité, les doléances des usagers. Donc, et en plus, on a renforcé là, tout récemment avec l'adoption du projet de loi 15 en 2022 son indépendance, puisqu'il n'est même plus nommé par le conseil d'administration de l'établissement, mais par le conseil d'administration de Santé Québec, qui est une nouvelle société d'État qui gère finalement, qui coordonne toutes les opérations du réseau de la santé, qui est devenu l'employeur unique finalement de tous les employés du réseau. Et donc, il est redevable en plus envers le commissaire national. On a créé donc avec le projet de loi 15 cette instance de commissaire national aux plaintes et à la qualité des services. Donc, il doit bien sûr appliquer la procédure d'examen des plaintes, prêter assistance, on en a parlé tout à l'heure, à l'usager qui le requiert pour la formulation de la plainte, examiner les plaintes avec diligence bien sûr, et au plus tard, dans les 45 jours du dépôt de la plainte, le commissaire doit informer l'usager qui a justement porté plainte des conclusions de son enquête et aussi éventuellement des recommandations qu'il fera au conseil d'administration, le cas échéant. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais ça, c'est une critique peut-être qu'on fait au régime de traitement des plaintes, c'est-à-dire que on critique le fait que le commissaire local n'a pas de pouvoir coercitif, il n'a que des pouvoirs de recommandation, mais on verra tout à l'heure que dans le cas de la maltraitance, il y a une possibilité que le commissaire local se dessaisisse finalement de la plainte au profit d'intervenants socio-judiciaires, donc à l'extérieur du réseau de la santé, qui vont prendre la relève et donc qui pourront éventuellement mettre en œuvre des sanctions beaucoup plus conséquentes que ne pourrait le faire le commissaire local. Bon, je passe rapidement là-dessus. Quels sont les types de mesures? Et après, j'arrive à maltraitance, je vous le promets. Il y a 2 ordres. Les mesures sont de 2 ordres. D'abord, des mesures à portée individuelle, donc quand il n'y a pas de cas de problème systémique finalement, donc qui n'ont généralement d'effet que pour la personne concernée et qui visent justement à régler une situation particulière. Des mesures aussi à portée plus systémique qui visent à prévenir bien sûr la répétition d'actes et donc d'améliorer la qualité des services. Donc, je vous ai mis des mesures. Je ne sais pas si les PowerPoints sont transmis ou pas, mais bon, vous pourrez les lire. Mais voyez-vous, par exemple, le commissaire va recommander l'ajout de ressources humaines à la centrale des rendez-vous quand il y a un problème notoire en matière d'accessibilité, des formations qui sont dispensées aux employés, aux professionnels, par exemple, en matière de confidentialité, etc., etc. J'arrive au nœud du sujet de la présentation. Donc, cette loi qu'on a adoptée en 2017, qui a été modifiée de manière assez conséquente en 2022. Il faut savoir qu'avant 2017, il y avait à peu près rien au Québec. Il n'y avait aucune mesure législative qui s'appliquait particulièrement aux personnes aînées, sauf quand même important, l'article 48 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui prévoit finalement la protection des personnes aînées contre toute forme d'exploitation. Donc, c'est beaucoup plus large que la question de la maltraitance. L'exploitation peut survenir, par exemple, dans des situations où les personnes ne se connaissent pas, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu tout à l'heure avec Mélanie, dans le cas justement de la maltraitance, où il doit y avoir une relation de confiance. Donc ça, c'est une distinction importante. Évidemment, il y a tout un contexte, on en a parlé tout à l'heure, préalable là, à l'adoption de la loi de 2017, notamment, bon, tu en as parlé, Mélanie, tout à l'heure, un rapport qui s'intitule « Préparons l'avenir avec nos aînés » qui est paru en 2008 et qui faisait justement de la lutte contre la maltraitance une des 10 actions principales que devait poser le Québec. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi-là? En fait, et on en a parlé aussi de cette fameuse politique,
elle instaure l'obligation pour tous les établissements d'adopter une politique de lutte contre la maltraitance. Et cette politique-là, on a vu, elle n'est pas uniforme, elle est même non conforme à la loi à plusieurs égards, malheureusement, mais j'imagine que ça va se redresser dans les prochaines années. On compte sur toi, Mélanie. Donc, cette politique, elle doit nommer la personne qui est responsable de sa mise en œuvre. En l'occurrence, ici, c'est le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dont je viens de parler. Elle doit prévoir aussi des mesures pour prévenir. Donc, on n'est pas que dans le coercitif avec cette loi-là, on n'est pas que dans le punitif, on est aussi dans la sensibilisation concrète, c'est-à-dire prévoir des activités d'information, de formation et de sensibilisation. Elle doit donc prévoir, cette politique, les modalités qui sont applicables pour toute personne qui veut porter plainte en matière de maltraitance. C'est elle qui porte plainte pour soi ou encore via son représentant légal si la personne plaignante est inapte. Et aussi les modalités qui sont applicables pour que toute autre personne qui a connaissance d'une situation de maltraitance puisse le signaler donc au commissaire local, aux plaintes et à la qualité des services. Bon, je ne reviens pas sur la définition de la maltraitance, on l'a vu tout à l'heure, cette définition qui a été largement travaillée, mais qui a été justement reprise dans les plans d'action et surtout détaillée pour que ça fasse sens auprès des personnes qui doivent l'appliquer. Le champ d'action maintenant de la politique, donc cette politique s'applique donc aux établissements qui dispensent des soins et services de santé. Nous, les établissements ont été fusionnés depuis 2015 et même avant, j'allais dire. Donc, ce sont des établissements régionaux. Donc, on a 18 régions socio-sanitaires au Québec et il y a donc un établissement principal, évidemment, au sein duquel se déploient plusieurs installations. Donc, des services dispensés en installation, mais aussi à domicile, ça c'est très important. Ça s'applique aussi à d'autres types d'hébergements, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les ressources intermédiaires et de type familial, qui sont finalement des milieux de vie, des milieux d'hébergement dont les usagers ont des liens toujours avec le réseau de la santé. Et ça s'applique également aux résidences privées pour aînés. Donc, on va commencer par la plainte avant de voir la question du signalement. Ça concerne qui? Ben, je viens de le dire, un aîné ou toute autre personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des soins et services de santé et de services sociaux dans un de ces lieux, on l'a vu. Par qui? Donc, par l'usager lui-même, puisque ça le concerne, c'est une plainte qu'il doit faire au commissaire local ou encore, je le disais, par son représentant légal s'il est inapte. Acquis, donc, toujours à notre commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Ici, j'ai un beau schéma, très homemade, comme on dit, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que vous voyez un petit peu, et on va s'attarder finalement à la partie droite de l'écran, là, pour tout ce qui concerne des plaintes qui ne visent pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, parce que ce sont les cas les plus qu'on retrouve le plus finalement dans le système. Donc, première des choses, dépôt de la plainte au commissaire local. Le commissaire doit faire enquête pendant au maximum 45 jours. Il rencontre évidemment les parties, toute autre personne impliquée dans la situation présumée de maltraitance. Et dans les 45 jours, doit, je le disais tout à l'heure, livrer ses conclusions et éventuellement faire des recommandations au conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ça se règle à l'interne. C'est-à-dire que parfois, le commissaire local va réussir à enrayer la situation et à trouver des solutions pour que cesse la situation de maltraitance sans qu'on ait besoin, finalement, d'aller à l'externe du réseau. Je vous donne des exemples qui sont de vrais exemples qu'on relate dans les rapports annuels des établissements. Par exemple, dans un cas de maltraitance financière, le commissaire local a recommandé au conseil d'administration que le directeur général prenne les mesures pour faire ouvrir un régime de protection à la personne inapte afin finalement que toute autre personne cesse d'avoir accès à ses comptes bancaires. Dans un cas de maltraitance psychologique, on a carrément fermé la ressource d'hébergement et on a relocalisé des usagers. On a, dans un autre cas de maltraitance physique, congédié une employée, donc celle qui était évidemment la maltraitante. Et dans un autre cas de maltraitance sexuelle, c'est intéressant, on a déplacé l'usager sur une autre unité avec carrément une surveillance constante et l'installation d'un système infrarouge à la porte de sa chambre. Donc, vous voyez le genre de mesure que peut prendre le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et faire ses recommandations au conseil d'administration. Par contre, parfois, évidemment,
Dans le cadre de son enquête, le commissaire local peut se rendre compte que la situation est suffisamment grave pour qu'ils doivent se dessaisir justement de cette plainte-là ou du signalement, on le verra tout à l'heure, au profit d'intervenants socio-judiciaires qui sont externes, évidemment, au réseau de la santé et des services sociaux. Alors, qui sont ces intervenants désignés? Ce sont des personnes qui vont être nommées par différentes instances. Par exemple, par le corps de police, évidemment, lorsque les faits ou soutien de la plainte ou du signalement peuvent constituer éventuellement une infraction criminelle. Le curateur public, lorsque la personne plaignante ou visée par le signalement est une personne inapte pour laquelle on a ouvert un régime de protection, tutelle ou encore homologué un mandat de protection. Ça peut être aussi une personne désignée par la Commission des droits de la personne lorsque on suspecte finalement un cas d'exploitation, de discrimination ou encore discrimination ou encore harcèlement, ou encore en matière de maltraitance financière, une personne désignée par l'autorité des marchés financiers. Donc, cette personne-là, je le disais, se dessaisit, le commissaire local se dessaisit au profit de l'intervenant désigné, qui, lui, devra décider, et là, c'est tout, évidemment, c'est tout là que le nœud, finalement, c'est est-ce qu'il va déclencher ce qu'on appelle le processus d'intervention concertée, ce qu'on appelle communément le PIC chez nous. Et le PIC, vous avez la définition ici. Non, vous l'avez pas du tout, en fait, c'est moi qui l'ai. Le PIC, et je termine bientôt, Guillaume, mais quand même, ce sont donc les processus d'intervention concertée qui favorisent donc des actions rapides, je le disais, des actions concertées entre plusieurs donc personnes qui gravitent autour des domaines de la santé et des services sociaux, mais aussi de la justice, mais aussi de la sécurité publique, et qui vont finalement agir ensemble de manière concertée pour que cessent la ou les situations de maltraitance. Quand est-ce qu'on va devoir recourir au processus d'intervention concertée? Bien, dans le cas de 3 conditions cumulatives, lorsque l'intervenant désigné a des motifs raisonnables de croire qu'une personne aînée ou une personne majeure en situation de vulnérabilité est victime de maltraitance au sens de la loi, lorsque la situation de maltraitance nécessite la concertation entre les intervenants pour pouvoir y mettre fin efficacement, et surtout, et condition non la moindre, lorsque l'intervenant a des motifs raisonnables de croire que la situation pourrait constituer une infraction criminelle ou encore pénale. Donc, ce sont dans ces cas-là que la personne pourra, l'intervenant désigné pourra décider de déclencher le processus d'intervention concertée qui, ultimement, pourrait mener évidemment à des sanctions pénales, voire des infractions criminelles. Donc ça, c'est le portrait ou le processus concernant la plainte. Maintenant, concernant le signalement pour maltraitance, c'est le même processus, sauf qu'ici, c'est une personne tiers, finalement, qui vient dénoncer une situation de maltraitance que subit une personne aînée. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il existe maintenant dans la loi des signalements qui sont obligatoire. Et ça a été, évidemment, ça a fait beaucoup de bruit au sein du réseau de la santé. On en a un petit peu parlé. Les professionnels et les employés sont évidemment inquiets puisqu'on a mis à cette obligation de signalement, on y a accolé des sanctions conséquentes, des sanctions pénales. Donc, c'est tout un changement culturel, mais on sent beaucoup d'inquiétude encore dans le réseau à cet égard-là. Donc, le signalement, il est obligatoire pour qui? Pour l'usager qui est hébergé en CHSLD, qui sont l'équivalent de vos EHPAD, en ressources intermédiaires ou en ressources de type familial. Obligatoire aussi pour une personne qui réside dans une RPA, les RPA, résidences privées pour aînés, qui sont en général ouverte pour des personnes qui sont quand même autonomes. Mais là, le signalement va être obligatoire que pour les personnes qui sont hébergées dans ces résidences, mais qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. Je vous passe la définition dans la loi, mais elle s'y retrouve également. Obligatoire pour tout usager inapte représenté, peu importe le milieu dans lequel il vit finalement, et pour un usager dont l'inaptitude a été constatée par une évaluation médicale. Donc, pour ces personnes, le signalement, il est obligatoire. Par qui? Par tout prestataire de soins et services de santé ou tout professionnel. Donc, pour toutes ces personnes, le signalement est obligatoire. Et encore une fois,
soit au commissaire local, aux plaintes et à la qualité des services, si la personne suspectée de maltraitance est en établissement, ou encore à un intervenant désigné lorsque la personne est à l'extérieur du réseau de la santé. Il y a des signalements qui sont volontaires. Donc, par exemple, un prestataire de soins de services de santé qui constaterait un cas de maltraitance à l'égard d'une personne âgée apte dans un centre hospitalier, il n'y a pas d'obligation de signalement. Même chose pour une personne, par exemple, un proche aidant ou une personne proche d'un usager qui serait témoin de maltraitance à l'égard d'une personne en CHSLD, il n'y a pas non plus là, de signalement obligatoire. Mais voilà. Donc ça, c'est je dirais, une innovation qui fait, encore une fois, grand bruit, surtout que, vous les voyez à l'écran, on y accole des sanctions pénales assez importantes. Il n'y a pas encore, depuis 2022, ou vraiment à la marge de sanctions pénales qui ont été appliquées, mais évidemment, ça pourrait venir puisque la loi le prévoit. Par exemple, dans un cas de contravention à l'obligation de signaler, donc c'est là où les professionnels et les employés des établissements sont interpellés. On prévoit des amendes pouvant aller de 2 500 $ à 25 000 $. Donc c'est quand même pas rien, évidemment. Vous comprenez que ça suscite énormément de crainte. Dans le cas des commissions d'actes de maltraitance, des amendes sont prévues en fonction qu'il s'agit d'une personne physique qui l'a fait ou une personne morale, par exemple, un établissement qui aurait toléré une ou des situations de maltraitance. Donc, vous voyez les chiffres à l'écran. Et aussi, ce qui est important, puis c'est une protection juridique qu'on offre évidemment aux personnes qui déposent des plaintes ou encore des signalements, on prévoit des sanctions pénales pour des personnes qui menaceraient ou intimideraient des personnes ou tenteraient d'exercer sur elles des mesures de représailles parce qu'elles ont exercé un droit prévu par la loi, particulièrement si elles ont déposé une plainte ou fait un signalement. J'arrive, c'est vraiment la toute fin de la présentation, simplement pour vous montrer, parce que c'est bien beau de dire, ben il existe cette loi, vous voyez, c'est assez technique, tout le cheminement, le processus, il est très, très clairement prévu, mais est-ce que ça fonctionne? Ben, en tout cas, on voit que depuis l'implantation de la loi, les plaintes et les signalements en matière de maltraitance sont en hausse constante, et particulièrement depuis justement les modifications apportées à la loi en 2022, une hausse fulgurante des plaintes et des signalements. D'ailleurs, la ministre responsable des aînés a annoncé l'année dernière un projet de recherche, ouvert un concours de subvention pour un projet de recherche pour un petit peu voir où c'était et pourquoi finalement on avait augmenté autant que ça. Donc 2022-2023, on voit cette hausse flagrante. On parle d'une augmentation en un an de 120 %, donc d'augmentation seulement pour l'année 2022-2023, donc une hausse assez conséquente. Évidemment, les experts qui se penchent sur cette question ne pensent pas qu'il y a plus de cas de maltraitance, simplement, évidemment, une augmentation des dénonciations et des plaintes. Donc, on voit tout un changement de culture qui est en train de se passer au Québec. Oui, on a été précurseur avec l'adoption de la loi en 2017, mais là, on voit qu'on est encore plus avec les modifications qui ont été apportées en 2022 et on constate vraiment un changement de perspective. Évidemment, l'augmentation du nombre de plaintes et de dénonciations est un seul indicateur, évidemment, de l'effectivité concrète de la loi. Encore faudra-t-il voir le nombre de cas où on a réussi à mettre fin, à enrayer des cas de maltraitance, vraiment concrètement. Le nombre de sanctions disciplinaires aussi qui vont être appliquées dans l'avenir sera aussi un indicateur, et le nombre de sanctions pénales. Donc, constat sur la portée de la loi, ben on l'a vu, en tout cas très brièvement, mais on l'a quand même vu. On a mis en place un processus administratif et concerté a priori qui semble assez efficace pour enrayer la maltraitance, je dirais surtout individuelle. On a évoqué tout à l'heure le cas de la maltraitance systémique, organisationnelle. On est un petit peu moins là dans ce que je viens de vous décrire. Je pourrais en parler, mais bon, on pourrait en parler dans la période de questions, mais en tout cas, disons que pour la maltraitance individuelle, assez clairement efficace. Évidemment, la loi n'est pas parfaite, elle peut même ne pas être respectée. On l'a vu notamment dans le cas
des politiques d'établissement, mais elle a le mérite d'exister. Et je terminerai par justement une citation comme juriste, il me fallait citer au moins un juriste, qui est un juriste français, Jean Carbonnier, dans son ouvrage intitulé « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit ». Il peut être important de maintenir une règle, même violée, si elle répond à un intérêt social évident. Et je pense que c'est le cas en matière de maltraitance. Merci beaucoup. Quelle effectivité! Il fallait. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur notamment la dernière partie de cette loi canadienne? Oui. Je monte jusqu'à vous. Bonjour. Je suis Elisabeth Paguet, je suis cadre de proximité dans un établissement sanitaire qui accueille aussi un hébergement médico-social, à caractère médico-social. Je vous remercie donc du coup pour toutes les informations que vous nous avez données. Ma question, elle porte sur malheureusement l'effectif en termes de personnel. Donc on a bien expliqué que c'était pas la seule raison qui expliquait la maltraitance. Malheureusement, elle est quand même bien là. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez pu mettre en place certaines choses, un minimum en fait de personnel dans les établissements afin de prévenir? Je vais répondre à ça en tant que chercheur en gérontologie. C'est-à-dire que c'est utopique de croire qu'on va avoir plus d'effectifs. Donc, c'est pour ça que je travaille en technologie aussi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment la pyramide est comme ça, donc on a de moins en moins d'effectifs. Donc, il faut trouver les moyens. Puis moi, quand je donne des conférences sur la maltraitance organisationnelle, c'est une des premières choses que je dis. Arrêtez de penser que mettre des effectifs va régler le problème. Il n'y a pas d'effectifs, donc il faut trouver d'autres solutions. Il y a des approches, justement, en maltraitance organisationnelle, c'est d'aller beaucoup plus vers, justement, les processus d'amélioration continue, d'aller avec de bien identifier les problèmes, parce que là, les gens, ce qu'ils nomment présentement, c'est on manque d'effectifs, mais c'est pas ça le problème à la base, nécessairement, de la maltraitance. Et aussi, c'est de bien cibler, finalement, de bien former les gens, premièrement, parce que des fois, il y a de la maltraitance, mais les gens ne reconnaissent pas que c'est de la maltraitance. Et il y a des comportements qui peuvent être changés. Il faut faire attention aussi, c'est que la maltraitance est ancrée dans la souffrance des personnes qui maltraitent. Okay? Donc, à la base, un employé qui maltraite, des fois, c'est dû à des pratiques maltraitantes, mais des fois, c'est dû aussi à un inconfort, une frustration, à plein d'autres choses. Et ce qu'on voit dans les études aussi, c'est que souvent, il va y avoir du bullying, de l'intimidation entre employés aussi. Donc, c'est l'ambiance en général. La maltraitance envers la clientèle va venir après. Donc, c'est vraiment, ça peut être l'institution qui maltraite les employés, les employés qui se maltraitent entre eux, et ensuite, on se défoule sur la clientèle un peu comme ça. Donc, c'est souvent un problème plus profond aussi qui est là. Mais là, il faut faire attention parce qu'il y a la violence et il y a la négligence, qui est deux formes différentes et qui n'ont pas toujours les mêmes sources nécessairement. Moi, j'ai vu des cas dans des établissements, c'était de la négligence parce que les gens jouaient sur leur téléphone au lieu de s'occuper de la clientèle. Donc, c'était systémique, mais c'était dû au fait que les superviseurs n'empêchaient pas les employés d'utiliser leur téléphone pendant les heures de travail, par exemple. Donc, il y a vraiment plusieurs types. Il faut vraiment bien détailler le problème pour être en mesure de le gérer. Fait qu'il faut l'identifier, il faut le signaler, mais ensuite, il faut travailler à bien le définir. Et c'est là que c'est important. Et c'est là que, dans les formations que je donne, c'est quoi le problème à la base? C'est quoi qui s'est passé ou c'est quoi les gestes qui se passent, qui sont problématiques? Et non, il manque de personnel. Il faut vraiment retourner à la source plus grande du problème à la base. Et il y a aussi toute l'idée des dynamiques, comme je vous disais, d'humains, interpersonnels. Si on apprend que
si on a été élevé à crier entre nous en famille, ben crier pour nous n'est pas de la maltraitance alors que ça en est. Donc, il y a tout aussi cet aspect culturel-là qu'on a appris par rapport à la violence, négligence aussi, et l'âgisme, bien sûr. À la base, que les personnes aînées n'ont pas besoin d'autant de bains ou de douches par semaine que nous. Ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture agréable que nous. Et toutes ces choses-là qui sont complètement fausses, qui amènent aussi les établissements à mettre des pratiques en place qui, à la base, sont maltraitantes également. Là. Et que les gens, des fois, sont inconfortables en tant qu'employés. Si je peux juste me permettre un ajout aussi, c'est que, là, j'ai pas les chiffres avec moi, mais la maltraitance ne provient pas que des employés et des professionnels des services de santé. C'est beaucoup, beaucoup plus les proches et notamment les proches aidants, mais plus globalement. Donc, il n'y a pas... Donc, c'est une partie du problème, mais ce n'est pas le seul. Oui. Donc, voilà. C'est ça. Bien, si je peux ajouter par rapport aux familles, justement, on est en train de développer un gros volet sur maltraitance en contexte de proches aidants, aussi en famille et tout ça. Tu sais, à la base, c'est, comme je dis, des dynamiques familiales, c'est des problèmes de santé mentale, c'est aussi de la violence intergénérationnelle. Donc, c'est des choses comme ça qui expliquent en bonne partie. Mais comme je dis, moi, à la base, les personnes maltraitantes, j'ai juge jamais. Ça vient d'une souffrance en partant. Ça n'excuse pas le geste, mais il faut traiter cette souffrance-là. Parce que juste en enlevant la personne maltraitante, on ne réglera pas le problème. Il faut aussi s'occuper de la personne maltraitante. Souvent, c'est là qu'il y a un problème. Merci, mesdames. J'ai 2 petites questions pour vous. Mélanie, je voudrais savoir si vous avez des éléments concernant un phénomène qui nous préoccupe beaucoup en France avec le procès que vous savez qui est en cours et le caractère sériel des agressions. Ouais. Qu'on mentionne beaucoup sur les agressions sexuelles. J'ai bien noté que les viols et agressions sexuelles faisaient partie d'une façon très, très minimale des informations remontées, ce qui est le cas à tous les âges de la vie, mais je le note aussi. Ce qui est très intéressant, notamment pour le traitement pénal, les questions de prescription, c'est est-ce qu'on a affaire à quelque chose de sériel? Est-ce que finalement on a un auteur qui répète toujours le même mode opératoire? Et j'ai pas tellement entendu parler de cette question de la sérialité dans le champ qui nous occupe. Or, après tout, le mode opératoire répété, c'est peut-être certaines choses que vous avez identifiées. Donc, c'était ma question. La deuxième, c'est que, c'est pour vous, Anne-Marie, vous présentez la loi et vous avez assez peu évoqué le contexte du Covid, dont on a compris qu'il avait été source quand même de fracas, notamment politiques, mais aussi institutionnels. Est-ce que vous voyez dans cette loi qui arrive donc en 2022 la trace de ce qui s'est passé? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose là à relier? Parce que clairement, nous, dans nos démarches, ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire et le confinement ont été décisifs dans les avancées, peut-être les reculs, les difficultés. Merci à toutes les 2. Okay. Donc, si je reviens un peu à ce que je disais antérieurement, c'est que habituellement, c'est un modus operandi, finalement, la maltraitance. C'est rarement un seul geste, c'est une stratégie d'adaptation, de coping face à un inconfort. C'est ça à la base. Donc, ou bien on enlève l'inconfort ou on change la stratégie. Il faut aller un petit peu comme ça. Donc, oui, et moi, ce que j'ai vu, c'est des fois dans les CHSLD, par exemple, que des employés pouvaient être maltraitants, mais le problème, c'est qu'ils laissaient leur travail avant que la procédure soit terminée pour les expulser. Donc, il n'y avait jamais de traces. Et là, il y allait à un autre endroit. Et on continue. Donc, je ne parle pas seulement de sexuel. Il y a eu des cas au niveau sexuel. Et la partie, par rapport aux cas au niveau de maltraitance sexuelle, souvent, c'est que c'est très long avant que les gens identifient ce type-là, parce que compte tenu de l'âgisme, les personnes aînées ne sont pas désirables sexuellement, ou même dépassé 40 ans, à peu près, selon les réseaux sociaux, même 30, je dirais. Donc, cette idée-là est importante. Donc, souvent, ça passe inaperçu. Et oui, il y a eu des cas, nous, de personnes, abuseurs sexuels en série sur plusieurs personnes, et etc. Là. Puis il faut pas oublier aussi qu'on le voit chez les proches aidants également. Et de la maltraitance sexuelle, c'est pas seulement un viol, ça peut être des soins intimes
un peu trop intense, ça peut être différentes choses, un non-respect, ça peut être la négligence aussi de ce côté-là, ou la négligence au niveau de l'intimité aussi, d'empêcher des gens de se masturber, ça en est aussi, là, techniquement. Là. Donc, c'est ça. Puis c'est là que je reviens, c'est que les gens doivent comprendre les manifestations de maltraitance propres à leur contexte pour être capable de les identifier. C'est pour ça qu'on a fait un projet sur la maltraitance en résidence privée pour aînés, parce que on le sait comment ça se passe dans les EHPAD, mais on ne sait pas comment ça se passe dans les appartements avec soins un peu, bon, que les gens peuvent se payer, donc sont un peu plus autonomes. Même chose pour un contexte de proche aidance. On est en train de trouver des éléments concrets et des manifestations concrètes à ce type de maltraitance-là qui vont aider justement les intervenants et les gens à faire « Ah oui, ça, c'est de la maltraitance ». Mais c'est pas toujours clair, dépendamment des contextes, là. Merci Alice pour la question. En fait, oui, j'ai pas lu tous les débats parlementaires ayant précédé ou ayant présidé à la réforme de la loi, mais c'est clair que des nombreux rapports ont été publiés, notamment par le commissaire à la santé et au bien-être, par le protecteur du citoyen, qui ont mis évidemment en exergue toutes les défaillances du système que la pandémie a mises en lumière. Donc oui, ça a un lien forcément. Et le fait qu'on ait renforcé les dispositifs de la loi, les signalements obligatoires, qu'on ait élargi sa portée, mise en place des sanctions pénales, ben, ça en dit long sur l'intolérance que finalement le système on est rendu là, finalement. Donc oui, ça a un lien, mais je dirais pas que ça a été directement. Je pense qu'on était de toute façon en train de penser à cette réforme-là, mais ça a dû mettre un pied sur l'accélérateur. Voilà.